L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur L'Invité, le premier numéro d'émission de l'année 2024. Une fois encore, recevez mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2024, que l'année soit prospère et féconde à tout un chacun. Ce dimanche, je suis en compagnie de Maouyon Kakpo, il est professeur titulaire à l'Université d'Abomey-Calavi, spécialiste des études africaines, ancien ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du président Patrice Talon de 2017 à 2021. Il est actuellement député au Parlement béninois à l'Assemblée nationale, dont il est le premier secrétaire parlementaire. Actuellement aussi, il est le président du comité des rites vaudous du Bénin. Avec lui, nous parlerons du vaudou et des vaudounéises. Bonjour à vous, Maouyon Kakpo. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Nous sommes à l'orée de l'année. Vous êtes le premier à être sur notre plateau d'émission de l'Invité. Quelques mots à l'endroit de nos amis internautes. Bien sûr, c'est un privilège pour moi d'être le premier invité de cette émission. Je voudrais profiter donc je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos concitoyens. Et je souhaite que cette année soit prospère et que la santé soit à tous les rendez-vous, la bonne santé soit à tous les rendez-vous et que la paix gagne tous les cœurs. Que la paix gagne tous les cœurs. Alors, Maouyon Kakpo, j'ai omis de dire dans votre présentation que vous êtes prêtre de Fa également. Alors, le vaudou, pour vous, d'entrée de jeu, c'est quoi? Le vaudou, c'est d'abord une religion. La religion vaudou. C'est pour cela que je n'autorise plus que l'on parle de religion endogène. Je n'autorise pas que l'on parle de religion traditionnelle. C'est la religion vaudou, comme toute autre religion. Parce que ces qualificatifs accolés au vaudou ont une connotation péjorative. Et cela est fait à dessein par ceux-là qui ont toujours tendance à diminuer, à dévaloriser le phénomène vaudou. C'est vrai que nous avons certains de nôtres concitoyens, cadres éclairés, pratiquants, mais qui n'ont jamais réfléchi à la question de savoir pourquoi on parle d'endogénéité et pourquoi on parle de traditionnel. Traditionnel, c'est ce que l'on fait tous les jours. Le synonyme du mot traditionnel, c'est avoir coutume de, avoir l'habitude de. Si nous avons l'habitude de pratiquer tous les jours le vaudou, pourquoi parler de traditionnel? Parce que dans la mentalité, dans l'esprit des gens, traditionnel s'oppose à moderne. Alors qu'en réalité, ce qui est traditionnel est également actuel. C'est une tradition. C'est ça. Mais lorsque vous parlez des autres religions, vous ne parlez pas de traditionnel.
Vous ne parlez pas d'endogène. Mais ces religions-là, ces autres religions-là aussi viennent de quelque part. En parlant de religions endogènes, cela signifie que c'est une religion de localité. C'est une religion de maison. Donc, c'est de l'amusement. C'est quelque chose qui n'a aucune profondeur. C'est pour cela qu'il faut bannir ces adjonctions de qualificatifs au vaudou. C'est la religion vaudou. Et cette religion est fondée sur une doctrine. Cette religion a un clergé, a ses rituels, il y a les temples qui existent et il y a la hiérarchie au niveau de cette religion-là qui existe. Donc nous sommes en plein dans une religion tout à fait autonome, une religion monothéiste, l'une des premières religions monothéistes à exister pour ceux-là qui comprennent bien ce que c'est que le vaudou. Le vaudou est-il Dieu? Le vaudou n'est pas Dieu du tout. Le vaudou n'est pas Dieu du tout. Le vaudou est une énergie et cette énergie-là est une émanation. Je parle d'émanation et non d'engendrement. Cette énergie est une émanation de l'énergie absolue qui est la transcendance, que certains appellent Dieu. C'est-à-dire l'être suprême est considéré comme étant une énergie absolue, ce qui a tout créé et que rien n'a créé. C'est cette énergie absolue-là qui est Dieu et c'est de cette énergie qu'émanent les vaudous, considérés comme étant la manifestation de cette énergie absolue, parce que cette énergie absolue vibre à un taux, à une intensité telle que les êtres de basse vibration, de basse intensité, ne peuvent pas supporter son intensité. Alors, il y a eu une interposition de plusieurs écrans pour pouvoir filtrer cette intensité-là. Et cette intensité-là a été renvoyée dans les éléments de la nature. Vous connaissez les éléments de la nature? Les 4. Vous pouvez les rappeler à nos amis internautes. Alors, incrustés dans les éléments de la nature, l'eau, la terre, le feu et l'air, vous avez les vaudous. La terre étant l'énergie tellurique, c'est le vaudou Sakpata qui refuse la maladie, qui gère le domaine de la santé, qui prévient et qui guérit la maladie. Vous avez le feu cosmique, c'est ça que vous avez dans le vaudou Hevioso. Oui. Dans un autre continuum dialectal, on parlera de Shango. C'est chez les Yoruba, ça? Bien sûr. Et à ce niveau-là, ce vaudou, c'est celui qui régule la justice au niveau social. Donc, être juste, c'est ce qui est recommandé par le vaudou. Lorsque vous êtes au niveau de l'énergie aérienne, vous avez le vaudou Dan. Mais ce n'est pas le reptile. Ce n'est pas le reptile. C'est l'énergie aérienne considérée comme étant ce qui relie le ciel et la terre, le haut et le bas, ce qui sert de courroie de transmission au niveau de ces deux sphères-là. Mais pourquoi les gens font souvent l'allusion au serpent? Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on a dit dent. Le dent, pour pouvoir, lorsque vous traduisez le mot dent en français, ça se dit serpent. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un autre phénomène. De l'énergie aérienne tout court. De l'énergie aérienne. Lorsque vous prenez l'arc-en-ciel, qui est l'un des phénomènes essentiels de ce vaudou-là, nous n'avons pas un serpent là. En réalité, c'est cela. Et vous l'appelez comment traditionnellement? C'est Aido Wedo. C'est ça. Aido Wedo, c'est ça. C'est ainsi que l'on l'appelle. Et il y a plusieurs types de vaudou dans. C'est-à-dire que chacune des obédiences de vaudou que je suis en train de citer
admet une famille et la famille se décompose en plusieurs autres vaudous. Et c'est cela que la plupart de ceux-là qui observent le vaudou de loin n'ont pas compris en parlant de polythéisme. Le vaudou est l'un des monothéismes antiques qui ait pu exister jusque-là. Mais quelle est l'interrelation qui existe entre tous ces vaudous? La quatrième énergie, c'est l'énergie aquatique. L'énergie aquatique, ce que l'on appelle Tohosu. En réalité, cette énergie-là est ce que l'on va capturer. Cette énergie régit le mémorial. Le mémorial, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons la mémoire de ceux qui ont été avec nous et qui ne sont plus. C'est une énergie qui, en réalité, refuse la mort comme étant un achèvement. La mort n'est pas un achèvement. Et comme la mort n'est pas un achèvement, ceux-là qui ont vécu et qui sont partis trop tôt, par exemple, les avortements, les accouchements, les morts-nés, ainsi de suite, l'esprit de ceux-là est considéré comme étant dans l'eau. Mais là, je parle d'abord des eaux douces. Je parle d'abord des eaux douces et leur esprit, les lacs. Oui, leur esprit sont captés, sont capturés, je veux dire, sont capturés pour être érigés en dehors de l'eau. Et on fait les rituels autour, on fait la vénération. C'est tout comme si ces vies trop tôt brisées étaient encore revenues. C'est pour refuser le bannissement de la vie. Mais il y a également ceux-là, l'esprit de ceux-là qui ont vécu et qui ont eu une bonne vie, et qui sont partis, ceux-là ont été sanctifiés, béatifiés et ils sont revenus à la maison pour être vénérés aussi. C'est ce que vous avez dans le vaudou Nesouhé par exemple. Donc, cet ensemble-là, ce sont les énergies aquatiques, ces énergies-là que l'on va capturer dans l'eau douce et on va les ériger. Il y a aussi l'énergie océanique et toujours dans le vaudou Tohosu, dans le vaudou aquatique, il y a l'énergie océanique. C'est cela que nous avons du côté de Mamé, du vaudou Mamé. Vous voyez donc que ainsi conçu, il y a une structuration, un ensemble de vaudou fondé sur les 4 éléments de la nature. Mais il n'y a pas que ces vaudous-là. Il y a aussi des vaudous moins impersonnels, tels que le vaudou Hoho, le vaudou Loko, Hoho, c'est les jumeaux. C'est les jumeaux. Loko, c'est l'Iroko, qui est le seul arbre vaudou, dans l'ère culturelle Adjatado. Vous voyez donc, voilà comment le vaudou est organisé, est structuré, avec la transcendance qui est suprême et qui chapeaute tout ça. Mais quelle est l'interrelation qui subsiste entre tous ces vaudous que vous venez d'énumérer? Qu'est-ce que vous appelez interrelation? Est-ce qu'ils interagissent entre eux? Chaque vaudou a son domaine, je viens de vous les citer. Chaque vaudou a ses grâces dédiées. C'est-à-dire que ce que fait le vaudou Hevioso de façon fondamentale, c'est différent de ce que fait le vaudou Sakpata de façon fondamentale. Cela ne signifie pas qu'une préoccupation soumise au vaudou Hevioso ne peut pas l'être au vaudou Sakpata. Cela peut toujours l'être. Mais les fidèles de chacune de ces obédiences, ce sont des obédiences de vaudou. Comme vous en avez dans d'autres confessions religieuses. Alors, le choix de ces obédiences, comment se fait-elle? Est-ce que tout homme, lorsqu'il se réveille, c'est en fonction de ses problèmes qu'il choisit son obédience vaudou, ou c'est à l'issue d'une constellation de fa qu'il peut savoir vers quel vaudou il doit être, vers quelle obédience il doit être pour avoir plus de bénédicité? Ça dépend de la trajectoire.
C'est-à-dire que vous pouvez être né dans une famille où la pratique du vaudou est dans une obédience donnée. Si vous naissez par exemple dans une famille où l'on vénère le vaudou Hevioso, vous connaissez les noms que portent souvent ces familles-là. C'est des noms comme Sossou, Sovi, Sogan, ainsi de suite. Sosa aussi? Sosa, bien entendu. Voilà les noms. Si vous naissez, par exemple, dans cette famille-là, donc d'office, vous êtes appelé à être collé à ce vaudou-là, mais cela ne vous empêche pas d'aller, si vous le souhaitez, vers d'autres vaudous. Mais le vaudou peut se manifester dans votre esprit de façon spontanée. Cela dépend aussi du passé. Par exemple, les parents, si éventuellement ils avaient une difficulté de procréation, ils peuvent aller faire une propitiation auprès d'un vaudou, faire des promesses, et lorsque l'enfant naît, l'enfant peut être consacré au vaudou en question. Être consacré, ça signifie quoi? Cela signifie que l'enfant va reconnaître entre griffes le vaudou et va devenir la propriété, si je puis m'exprimer ainsi, du vaudou. C'est-à-dire l'enfant sera mis sous la tutelle de ce vaudou qui va le protéger. Parce que... Tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Donc vous voyez que pour devenir fidèle d'un vaudou ou d'une autre, cela peut être de façon héréditaire comme cela peut être de façon spontanée. Comme on l'observe aussi dans d'autres religions. Hein. Dans d'autres religions, lorsque par exemple vous naissez dans une famille chrétienne, d'office, vous devenez chrétien d'office et puis les parents l'exigent d'une façon ou d'une autre. Mais si vous-même, lorsque vous prenez de l'âge, vous prenez de conscience et vous pouvez aussi choisir une autre religion ou vous pouvez choisir une autre obédience dans cette religion-là. Vous savez que le christianisme a plusieurs obédiences. Vous pouvez être catholique comme vous pouvez être protestant, vous pouvez être ceci, méthodiste, et autres. Et tout ce que vous savez. Alors, on ne peut pas parler du vaudou, ça parle du Fa, professeur Marion. Le Fa, pour vous, c'est quoi? Le Fa, c'est le grand vaudou. C'est le patron de tous les vaudous. Et j'ai toujours dit, je l'ai écrit, les vaudous viennent se prosterner devant le Fa. Il n'y a pas ce vaudou-là qui puisse s'exprimer sans le Fa. C'est le Fa qui s'exprime au nom de tous les vaudous. C'est le Fa qui vous dit comment un vaudou doit être érigé. C'est le Fa qui dit ce qu'il faut donner à tel vaudou ou ce qu'il faut faire à tel vaudou pour le contenter. Il y a le messager en fait. Le Fa n'est pas le messager de Mahou, Mahou étant la transcendance, l'être suprême, l'insurpassable. Le Fa n'est pas le messager de Mahou, le Fa est le message. Il y a une très grande différence. Le Fa est le message de la transcendance de l'être suprême de Mahou. Et c'est ce message-là que le Babalawo ou le Bokono essaye d'interpréter aux consultants. Donc, dans le panthéon vaudou, vous avez le Fa qui est le patron et qui parle au nom des vaudous. C'est comme ça que c'est adossé, c'est conçu. Marion Kako, aujourd'hui, vous avez été ministre, vous êtes député au Parlement, vous avez côtoyé les plus hautes sphères politiques du Bénin. Mais quelle est votre opinion sur cette hypocrisie souriante qui s'observe un peu au niveau de nos intellectuels qui vont à l'église, vont à la mosquée, mais la nuit, ils n'occultent pas de venir se prosterner vers vous, chef de culte, pour quémander votre bénédiction, votre protection? C'est l'hypocrisie ambiante. L'hypocrisie ambiante. Mais pourquoi? Parce que... Pourquoi on n'arrive pas à assumer son appartenance? Parce que le colonisateur qui était venu et qui a vu
la pratique du vaudou. Ce colonisateur-là, vous connaissez l'histoire, était venu, on a parlé des 3 M. Les marchands, les militaires et les missionnaires. Voilà le processus de la colonisation. Les missionnaires étaient venus avec la Bible et ils avaient constaté que les populations ou les peuples dits non civilisés, il faut les civiliser. Et les civiliser, ça signifie quoi? Les convertir au christianisme. Et pour les convertir au christianisme, il faut les détourner de ce qu'ils pratiquaient. Et pour les détourner de ce qu'ils pratiquaient, il faut leur faire entrer dans la tête que ce qu'ils pratiquaient était diabolique. C'est ça qui a permis aux colonisateurs, aux missionnaires de coloniser la mentalité des nôtres. Par exemple, le vaudou, comment on l'appelait avant? Quand vous voulez parler français, comment vous appelez le vaudou? C'est moi qui pose la question, rappelle-le-nous. C'est le fétiche. C'est le fétiche. Et celui qui pratique le vaudou, c'est le féticheur. Vous voyez? Donc, le mot fétiche lui-même est un mot qui dévalue la chose. Cela signifie artificiel, sans profondeur, sans valeur. C'est ainsi qu'on désignait la pratique vaudou. Et ceux qui pratiquaient le vaudou, jusque là, maintenant, même des cadres disent cela dans leur discours sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des adeptes du vaudou. Ils disent des adeptes du vaudou. Alors, en disant adeptes du vaudou, on oublie que le vaudou est une religion. Et en tant que religion, le vaudou n'a que des fidèles. Le vaudou n'a que des fidèles. Mais on dit les adeptes du vaudou. Ce qui est péjoratif. Alors, lorsque vous entendez ce type de discours, et ce que je dis là, il y en a plein. Il y en a plein. Ce type de discours est un discours qui dévalorise et dévalue la pratique vaudou. Par conséquent, nous-mêmes là, nous en avons honte. Et on ne veut même pas se montrer. Mais le vaudou est ce que nous pratiquons ici. Le vaudou imprègne tout le monde, que l'on veuille ou pas. Vous êtes dans les espaces vaudou, vous consommez le vaudou d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, puisque vous êtes dans un environnement vaudou. Quoi que l'on ait pu faire, l'on n'a pas pu faire disparaître le vaudou parce qu'il ne peut pas disparaître. L'environnement, la conception, la mentalité. Il faut retenir que le vaudou est avant tout un état d'esprit, est avant tout une philosophie avant d'être une religion. Et en tant que tel, ceux-là qui sont dans l'espace ne peuvent pas ne pas pratiquer d'une façon ou d'une autre le vaudou. C'est pour cela que, et partant du discours péjoratif, certains cadres qui n'ont peut-être pas réfléchi sur la chose, qui n'ont jamais pensé ou à réfléchir sur ce qu'est le vaudou, ou qui ont lu les mauvais livres. Pour ceux-là qui ont pris la peine de lire et qui ont lu les mauvais livres sur le vaudou, ce sont ceux-là qui ont honte. Mais pourquoi avoir honte alors qu'on obtient gain de cause? Non, parce qu'on leur a dit que le vaudou, c'est le Satan, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. C'est ce qu'on leur a dit. Et eux aussi, ils y croient. Comment on appelait le Bokono, celui qui est le prêtre du phare? Comment vous l'appelez? Pas moi. Ah, pas vous. Mais lorsque les gens parlent en français, qu'est-ce qu'ils disent? Le Bokono, c'est le charlatan. C'est le charlatan. Et lorsqu'on utilise le terme charlatan, c'est que on oublie que
un charlatan ou le charlatan, c'est dans toutes les corporations. Le charlatan, c'est celui qui parle, celui qui pratique un art qu'il ne maîtrise pas et il est obligé de jongler, de mentir, de truander, de truquer les choses. C'est ça un charlatan. Il y a des journalistes charlatans, comme il y a des politiciens charlatans, comme il y a des prêtres charlatans, comme il y a des médecins, des avocats charlatans, comme il y a des enseignants charlatans. De la même façon, dans la corporation des prêtres de Fa, des Bokono ou des Babalao, il y a aussi des charlatans. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut stigmatiser la corporation. Mais il ne faut pas stigmatiser la corporation, mais est-ce que quelque part, certaines déviances observées au niveau de certains pères ne sont pas à l'origine de ces appréhensions que certains ont de vous? Est-ce que cela manque dans les autres corporations? Cela manque dans la corporation des prêtres, par exemple? Est-ce que cela manque dans la corporation des médecins? Est-ce que cela manque dans la corporation des avocats? Cela manque dans la corporation des politiciens? Est-ce que dans la corporation des journalistes, il n'y a pas de charlatans? Mais c'est ça. Un charlatan dans la corporation des journalistes, par exemple, c'est celui-là qui fait du chantage. Il fait du chantage auprès de certaines personnalités. C'est un charlatan, celui-là. Celui-là, un journaliste qui écrit un papier ou qui dit des choses sans en avoir la preuve et qui est obligé de présenter des excuses. Celui-là est un charlatan. Vous voyez pourquoi? C'est parce que les journalistes eux-mêmes, ils savent qu'il y en a parmi eux qui sont vraiment des charlatans, qui sont en train de refuser l'imprescriptibilité de la loi qui pénalise les journalistes. Alors, il y a des lois qui régissent les secteurs que vous avez évoqués tout à l'heure. Mais vous, dans votre milieu, quelles sont les lois qui vous régentent? Vous parlez de quel type de loi? Il y a la loi, il y a les principes. Il y a la loi, il y a les principes. Par exemple, les principes sont ce qui est fondamental. Le principe. Quand vous parlez du principe, ça là, c'est naturel. Et lorsque vous êtes fondé sur des principes, vous savez que vous vivez normalement avec la nature. Et sur la base de ce principe-là, vous prêtez serment. Et lorsque vous prêtez serment, c'est vous-même qui savez ce que vous avez dit en prêtant serment. Et lorsque vous violez le principe, immédiatement cela s'applique à votre propre conscience. Et c'est votre propre conscience qui va vous perturber. Alors que la loi, on peut aller contre la loi, on peut violer la loi, mais là, il faut que l'on puisse vous traduire devant un tribunal, devant une autre instance. Alors que pour les principes, l'instance devant laquelle on vous traduit ou que vous-même vous traduisez, c'est votre propre conscience. Ne voyez-vous pas que c'est beaucoup plus pertinent que d'être devant sa propre conscience que d'être devant une autre instance. Les autres instances, c'est pour la société, ça. Donc, lorsque vous parlez de loi, mais vous faites partie de la société aussi. Mais bien sûr. Alors, je donne un exemple parmi tant d'autres. Lorsque un prêtre de culte Egungun, par exemple, fait une sortie de Egungun... Un prêtre du vaudou Egungun. Un prêtre du vaudou Egungun. Il faut encore le répéter pour mieux l'assimiler. Un prêtre du vaudou Egungun, voilà. Qui sort les Egungun, ils sont revêtus pas comme l'exigent les prescriptions en la matière. Ces Egungun-là arrivent à commettre c'est les charlatans en la matière. Des impairs. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'à votre niveau, vous faites pour redonner à ce vaudou-là toute sa notoriété, toute l'attraction? Ceux-là subissent la rigueur de la loi dans la corporation. Ils subissent la rigueur de la loi dans la corporation. Lorsque cela est observé, il y a quand même une hiérarchie dans cette obédience-là. Vous ne pensez pas qu'il faut aller, par exemple, au niveau de l'Assemblée pour instaurer des lois visant quand même à régenter un peu les choses? Non. Ce n'est pas ce type de choses que régente l'Assemblée.
Vous avez vu les autres religions devant l'Assemblée? Non. Pourquoi vous voulez amener le vaudou de cette façon-là devant l'Assemblée? Le vaudou doit avoir son tribunal à part? Mais le vaudou, c'est une religion. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, tout à fait. Le vaudou est une religion et en tant que religion, il y a plusieurs obédiences. Lorsqu'il y a de la pagaille, est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a de la pagaille dans les autres religions aussi? Lorsqu'il y a des guerres par ici, quand je parle de guerre, je parle de conflits d'autorité, de conflits de pouvoir, de leadership dans d'autres religions et que l'autorité publique est obligée d'aller régler. Mais ça se passe aussi dans le vaudou. Pourquoi c'est pour le vaudou qui vous intéresse et vous ne parlez pas des autres? Parce que pour le vaudou, là, on vous a déjà mis dans la tête que le vaudou, c'est ce qui n'est pas bien, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui n'est pas organisé, etc., etc. La mauvaise organisation existe dans toutes les confessions. Puisque ce sont les hommes qui sont là, l'homme est caractérisé par ses qualités, de même que par ses défauts, par ses appréhensions, de même que par ses certitudes. À partir de ce moment-là, lorsqu'il y a des déviances, il y a des instances qui sanctionnent ces déviances-là et qui régulent ces déviances-là. Toutes les confessions ont leurs difficultés. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on essaye de les régler. Je pense que aujourd'hui, le vaudou, dans sa globalité, est en train d'aller vers une voie unitaire pour une meilleure structuration de cette religion-là. Est-ce que c'est à cause d'une meilleure structuration qu'ont été initiés les Vaudouis? Non, pas du tout. Ce n'est pas à cause d'une meilleure... Pour la valorisation. D'une meilleure structuration. Le gouvernement n'a pas cette intention-là. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement, ça. Lorsqu'il y a des problèmes au sein d'une religion et que ces problèmes-là risquent d'entraver la paix sociale, le gouvernement peut intervenir. Mais lorsqu'il n'y a pas encore de difficultés pouvant créer des problèmes sociaux, le gouvernement laisse faire. C'est comme ça. Mais les Vaudouis, c'est une autre vision. Parce que lorsque vous prenez le vaudou, vous constatez que vous êtes assis sur un trésor sans savoir que vous êtes sur un trésor. Quand je parle du trésor, je pèse bien les mots que j'utilise. C'est-à-dire que avec le vaudou, le pays peut se développer davantage, peut faire entrer des ressources nouvelles dans le pays par le vaudou. Comment? En organisant un tourisme religieux autour du vaudou, il y aura beaucoup de ressources qui vont arriver. Vous savez, les avantages du tourisme. Le tourisme, c'est beaucoup d'aspects. Et c'est beaucoup de gens qui viennent non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur pour voir ce que vous avez pu installer autour d'une perspective donnée. Et cette perspective étant le vaudou, les gens qui avaient déjà entendu parler du vaudou sans comprendre le vaudou, des gens qui ont envie d'aller voir ce que c'est que le vaudou, ils viendront. Il y a des endroits touristiques qui ont été confessionnés dans les autres religions, comme tels. Mais où vous allez? Mais en y allant, vous ne savez pas combien vous investissez. Dans le transport, dans la restauration, dans l'hébergement et dans l'achat des objets de piété. C'est beaucoup d'argent. Et en organisant ce tourisme-là autour du vaudou, qui est quand même notre patrimoine culturel immatériel, incontestable, et dont le Bénin est le berceau, vous comprenez qu'il y aura beaucoup de devises qui vont entrer dans le pays. Et c'est avec cela que l'on va régler des problèmes qui se posent par-ci, par-là, dans le pays. Moi, je connais des pays qui sont bâtis, disons, au niveau de leur budget, fondamentalement sur le tourisme. La plupart des pays européens, des pays occidentaux, allez voir leur budget, il faut voir ce que le tourisme apporte à cela. Vous prenez la Tour Eiffel en France. Il y a des gens, des Béninois, qui n'ont jamais vu comme ça la Tour Eiffel, mais qui aiment la Tour Eiffel. Comment vous pouvez aimer quelque chose que vous n'avez jamais vu?
mais parce qu'on a tissé autour de cette place, autour de cette ferraille, on a tissé autour de ça tout un discours amélioratif qui permet de mettre en valeur la chose. Et les gens, lorsque vous allez à Paris, par exemple, vous voulez aller voir la Tour Eiffel. Vous allez prendre une photo avec. Ah ouais, c'est ça. On a même fait des cartes postales, des gadiers, et ainsi de suite. C'est tout ça là qui apporte de l'argent dans le pays. Lorsque, par exemple, la place de l'Amazon qui est là, si éventuellement on veut tisser autour de ça une connotation touristique, tout ce que l'on peut faire avec ça, vous voyez. Et je pense que c'est déjà en cours. Et lorsque l'on prend le vaudou, on va prendre le vaudou avec les objets de piété. Vous savez que le symbolisme fondamental du vaudou, c'est le kori. Et vous voyez le kori dans les arts aujourd'hui, surtout dans les arts plastiques aujourd'hui. Vous voyez le kori en tant que décoration, en tant que pendentif, en tant que collier, en tant que perle aujourd'hui. Lorsque cet aspect-là va se développer, vous savez que le vaudou, ce sont les perles. Et c'est pour cela que les perles ont été, l'industrie de perles a été développée depuis très longtemps au niveau du Nigeria, et cela a été découvert. On a découvert un ensemble de perles de commerce parmi les fouilles parmi les fouilles, on a découvert ces perles de commerce. Et aujourd'hui, lorsque l'on réinstitue cette industrie de perles, vous voyez ce que cela peut apporter. Parce que chaque vaudou a ce type de perles. Et c'est par là que vous pouvez identifier le fidèle que vous avez devant vous à travers les perles qu'il porte. Il y a les perles qui sont des perles rituelles, il y a les perles qui sont ornementales que l'on porte. Donc, c'est toute une industrie qu'on peut bâtir autour du vaudou à partir de ça, à partir donc du tourisme religieux autour du vaudou. Moi, je pense que c'est une très belle initiative de la part du gouvernement que d'instaurer ces Vaudou Days pour donner un autre visage au vaudou. Cela permet à ceux-là qui ne connaissaient pas le vaudou de mieux le connaître. Cela permet à notre pays d'attirer des touristes vers le pays pour qu'ils puissent découvrir davantage ce qu'est le vaudou. Donc, alors, les 9 et 10 prochains, qu'est-ce qui est réservé au public national et international? Les 9 et 10 prochains, le public est invité à Ouidah pour voir le vaudou. D'abord, sur les places, il y a certaines places qui ont été retenues pour recevoir l'animation des vaudous. La place Maro, si vous connaissez par exemple Ouidah, la place Maro pour recevoir l'animation des Egungun, la place de l'esplanade du Fort Français pour recevoir les Zangbeto, l'esplanade du Temple des Pitons pour recevoir les vaudous qui ne sont pas masqués, et la forêt sacrée de Passé pour recevoir les vaudous mauvais. Donc, il y aura donc cette animation-là dans la ville, et 9 et 10. Et le 10 au soir, il y aura sur la plage la grande cérémonie vaudou. La grande cérémonie vaudou est un concept que le gouvernement a initié pour donner une solennité à la cérémonie vaudou. Vous aurez un déroulement en quatre étapes. Vous aurez la présentation de la cosmogonie vaudou. Vous aurez la consultation du Tofa. Vous aurez la procession des différentes obédiences du vaudou. Par exemple, le vaudou Sakpata, le vaudou Dan, le vaudou Mami, les vaudou Houvé, le vaudou Yaoïcha,
et le Zangbetor. Vous aurez la procession de tous ces vaudous-là. Il y aura, vous allez voir du beau que le vaudou peut produire. Et enfin, vous avez la bénédiction œcuménique que donnera la personnalité ou l'une des personnalités qui représente le vaudou dans notre pays aujourd'hui. Ce sera donc une manifestation merveilleuse, un beau festival qui va davantage honorer le vaudou. C'est pour cela que j'invite déjà nos compatriotes, nos concitoyens à venir massivement. L'accès est libre et gratuit. Il y a des bus qui sont mis à disposition, qui vont partir du Palais des Congrès et du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou pour aller à Ouidah et vice-versa aussi pour transporter les gens. Mais cependant, il y a aussi pour ceux-là qui veulent avoir d'autres privilèges de réservation de places, de positionnement, ainsi de suite, des conditions qui sont faites pour qu'ils puissent payer. Conditions, est-ce qu'il doit se rapprocher de qui? Ils doivent se rapprocher des organisateurs. Des organisateurs. Il y a les contacts qui sont à votre niveau. C'est vous qui parlez qui publiez ces contacts-là. Il y a les sites des Vodou Days, plusieurs sites dédiés aux Vodou Days. On peut contacter ces numéros-là sur ces sites-là. Il y a aussi un grand battage médiatique qui est en train d'être fait aujourd'hui autour des Vodou Days. Ces contacts-là sont là-dessus. Moi, je n'ai pas ces contacts-là. Mais c'est bien disponible partout. C'est tout à fait disponible et facile à obtenir. Alors, tout à l'heure, au niveau des 4 étapes, vous avez énuméré le TOFA. Pourquoi le TOFA est venu à ce niveau-là? Pourquoi il n'est pas maintenu dans ses formes passées, par le passé? C'est-à-dire qu'avec vous, votre forme de TOFA, les TOFA qui s'est effectués par département, par commune, doivent attendre, vous, votre consultation d'abord, ou bien ça doit continuer? Qu'est-ce qui va se passer désormais réellement? Vous savez d'abord ce qu'est le FA. Le FA est un outil de développement, un outil d'appréciation et d'évaluation des risques, un outil de gestion des risques. C'est ça le FA. D'abord. Et en tant que tel, il est normal qu'un gouvernement responsable puisse s'en saisir et l'utiliser pour obtenir le bonheur pour ses concitoyens. Et je pense que c'est dans cette perspective que le gouvernement a saisi ce patrimoine culturel immatériel qu'est le FA. Et vous savez que depuis 2008, il est inscrit comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le FA, par l'UNESCO. Donc, c'est normal que le gouvernement puisse s'en saisir. C'est vrai également que depuis plus d'une décennie, il s'organise dans notre pays le TOFA. Et ce sont des associations de Bokonon, de Babalao, donc de prêtres de FA, qui organisaient cela. C'est normal donc que le gouvernement puisse dire, comme il s'agit du TOFA, et traditionnellement, c'est le premier responsable du pays qui commande la consultation pour le pays, c'est normal qu'on puisse en saisir et l'utiliser de cette façon-là pour que la parole de la transcendance puisse être livrée, interpréter et gérer pour le bonheur des concitoyens. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait et cela est inscrit dans la grande cérémonie vaudou qui aura lieu le 10 janvier prochain. Y a-t-il pas des risques d'instrumentalisation des résultats de ces consultations? Pas du tout. Le FA... Certains craignent qu'il y ait une politisation du FA. Pas du tout. S'il doit y avoir ça, ce sera dénoncé. Vous savez pourquoi? Parce que on ne naît pas prêtre du FA. On ne naît pas Bokonon. On devient Bokonon par un long et minutieux apprentissage. La formation d'un Bokonon dure au moins 9 ans. Et vous formez un médecin en combien d'années?
vous avez compris ma question. La formation d'un vrai Bokono dure au moins 9 ans, par la pratique et par la théorie. Et dans ce cas-là, lorsque le fadou, c'est-à-dire ce que les gens appellent le signe du fa, apparaît, n'importe quel Bokono, n'importe quel babalao, n'importe quel prêtre du fa peut l'interpréter. Parce qu'ils ont appris cela. Il n'y a pas de mysticisme dans le fa. C'est tellement scientifique. J'espère que vous avez connaissance de mes publications sur le fa. Tout à fait. Il faut prendre connaissance davantage de mes publications pour comprendre davantage ce que c'est que le fa. Donc, il n'y a pas de mysticisme à ce niveau-là. Lorsque le signe, le fadou est apparu et que c'est révélé, n'importe quel prêtre de fa peut l'interpréter et peut savoir ce que ce signe-là dit, quel est le message qu'apporte ce signe-là. Donc, le jour-là, lorsque le signe sera découvert et sera révélé, tous les Bokono peuvent s'en saisir. C'est vrai qu'il y aura une interprétation, une séance d'interprétation de ce signe-là, pas forcément sur le champ. Il y en aura sur le champ, mais pas de façon approfondie parce qu'on n'a pas le temps. De façon holistique? Oui, mais on n'a pas le temps de le faire sur place. Mais après, il y aura une séance où la plupart des Bokono, pas seulement le collège qui a fait la consultation, la plupart des Bokono du pays seront associés pour aller à une interprétation approfondie de ceci, pour rédiger un rapport général du TOFA et remettre à l'autorité pour faire ce qui doit être fait à ce niveau-là. Donc, il n'y aura pas du tout de biais, il n'y aura pas du tout de politisation. Parce que lorsque vous trafiquez le message du FA, mais c'est que vous travaillez contre vous-même, vous travaillez contre votre propre pays. Et ce qui fait l'autorité du FA aujourd'hui, qui en réalité a évincé toutes les autres formes de consultation, c'est que lorsque le FA évalue ou prévoit une difficulté, immédiatement il propose les solutions. Justement, les rituels expiatoires, Ce ne sont pas les rituels expiatoires, ce sont des rituels. Okay, les rituels Oui. qui vont résulter de cette consultation-là, vous avez désormais les moyens pour le faire. Parce que c'est le gouvernement qui va prendre ça en charge. Lorsque vous exécutez une consultation du FA, c'est comme une consultation auprès d'un médecin, auprès de tout expert. Vous allez par exemple voir un médecin, il fait un examen, il fait donc une consultation et après, il prescrit des ordonnances. Lorsque vous avez l'ordonnance, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez et vous vous soignez, vous traitez la pathologie. Le FA aussi, c'est comme ça. Vous allez consulter le FA pour une préoccupation donnée. Le FA fait l'analyse et on fait l'interprétation et on prescrit les rituels qui sont comme les ordonnances. Et à ce niveau-là, vous êtes obligé d'exécuter les rituels pour ça. Pour ça. Oui. Merci à vous. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On aura l'occasion de vous recevoir encore pour peut-être en parler davantage de vos ouvrages sur le FA, mieux connaître le FA. Et bien évidemment, c'est bien fait avec l'homme. Maintenant, nous sommes à la fin de cet entretien. Mais avant, je viens de vous poser la question de savoir, les 9 et 10 seront chômés? Ce n'est pas moi qui peux vous dire ça. Parce que ça dépasse ma taille. Mais je peux vous dire que les 9 et 10, lorsque c'est considéré... Le 10, lui, il est déjà chômé, on le sait naturellement. C'est ça, naturellement. Donc, les autres jours y afférents, moi, ça dépasse ma taille. Moi, je ne peux pas vous dire ça. Vous ne voulez pas vous prononcer par rapport à cela? Ce n'est pas que je vais me prononcer, ce n'est pas moi. Ce n'est pas à mon niveau. Je vous dis que ça dépasse ma taille. Votre taille. Oui. Mario Kakpo, c'est un rituel sur cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de tous ces Bokono qui ont bien voulu suivre le lead aujourd'hui, qui a voulu intervenir pour cet entretien, tous les amoureux du vaudou, tous les curieux du vaudou qui ont bien voulu suivre cet entretien. Un mot à l'endroit de tout ceci. Je voudrais surtout m'adresser à nos compatriotes, à nos concitoyens, pour leur dire que le vaudou, ce n'est pas une abomination,
le vaudon, ce n'est pas une plaie. Le vaudon est une merveille. Et en tant que merveille, il faut s'enorgueillir. En tant que merveille, il faut l'utiliser pour que nous puissions aller davantage plus loin. Et c'est pour aller davantage plus loin que les Vodou Days sont organisés. Il faut venir voir d'abord ce qu'est le vaudon pour ceux-là qui ne connaissent pas le vaudon, pour pouvoir mieux apprécier. Apprécier avec leur propre regard, leurs propres outils, et non apprécier par l'intermédiaire du regard d'autres, surtout du regard de ceux-là qui ne connaissent pas le vaudon, qui ne connaissent aucune langue du vaudon, qui ne connaissent pas comment se pratique le vaudon et qui ne sont pas, par conséquent, dans la culture ou de la culture vaudon. Je vous remercie. Merci à vous, Kapo Marion Kapo. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité à l'entame de cet entretien a tenu à vous présenter, vous, chers amis internautes, ses vœux les meilleurs pour une année 2024 meilleure. Il a fait savoir que le vaudon est d'abord une religion. Le vaudon, c'est une religion. Le vaudou n'est pas une religion traditionnelle ni une religion endogène, car pour lui, ces qualificatifs ont une connotation péjorative. Il a argumenté de long en large ces propos-là. Il a fait savoir que le vaudou est fondé sur une doctrine et que c'est l'une des premières religions monothéistes. Il a défendu cela sur ce plateau. Il a fait savoir que le vaudou repose sur les 4 éléments de la nature. Il l'a démontré au cours de cet entretien. Il nous a fait savoir au cours de cet entretien que l'iroko est également le seul arbre vaudou. Il a fait savoir également que le vaudou, le Fa, autant pour moi, est le grand vaudou. Les vaudous viennent se prosterner à lui. Le Fa est le message et non le messager de Dieu. Il a expliqué et argumenté également dans ce sens-là. Et il a fait savoir au détour des questions que j'ai à lui poser que toutes les confessions religieuses ont leurs difficultés, parlant ainsi des difficultés que rencontre parfois le vaudou. Et il a fait savoir, lorsqu'il a été interrogé sur les vaudou days, que le vaudou est un trésor. Avec le vaudou, le pays peut se développer en organisant un tourisme autour du vaudou. Pour lui, Kapo Marion, près de Fa, c'est une très belle initiative que le gouvernement a eue en instaurant les Vodou Days qui permettra de mieux connaître le vaudou. Il invite le public béninois les 9 et les 10 prochains à venir voir le vaudou, Les lieux appropriés pour les démonstrations diverses ont été également énumérés au cours de cet entretien. Le 10 du soir, c'est-à-dire le 10 janvier, le soir, il y aura une grande cérémonie vaudou. Il y aura une cérémonie qui sera métamorphosée en 4 grandes parties, notamment avec la célèbre consultation du Tofa. Cela aura également lieu. Il a fait savoir qu'on ne peut pas instrumentaliser le Tofa parce que le signe qui va être révélé, n'importe quel Bokono qui a suivi un processus véritablement indiqué peut interpréter ce signe-là. Et donc, il n'y a pas péril à la demeure. On ne doit pas s'inquiéter à propos de cela. Il a promis et il promet du beau pour les 9 et 10 janvier prochains, notamment pour les Vodou Days. Il a fait savoir que l'accès est libre et gratuit. Il a évoqué les conditions pour y accéder facilement. Et également, il invite également ceux qui souhaitent avoir des conditions plus ou moins privilégiées à se rapprocher des organisateurs à travers les contacts qui pullulent sur la toile pour qu'ils puissent obtenir gain de cause. Pour lui, il a fait savoir que le FA est un outil de développement, d'appréciation et de prévention des risques également. Et une fois encore, il a encore rappelé que le TOFA ne peut pas être instrumentalisé. J'espère que plus ou moins je vous ai récapitulé. Exact, vous avez été parfait dans le résumé de cet entretien. Merci à vous, Marion Kapo. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes professeur titulaire à l'Université d'Abou-Calavi, spécialiste des études africaines. Vous avez été ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sous le régime du président Patrice Talon de 2017 à 2021. Actuellement, vous êtes député au Parlement béninois. Vous êtes le premier secrétaire parlementaire. Vous êtes également le président des comités des rites vaudou du Bénin. Vous êtes près de Fa. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis internautes, merci. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous du JT des JT avec Atifa et Itayo Olafa.